Bienvenue à l'émission de séjour. Je reçois Dr Badibang Sambuka Bissala, promoteur d'une des écoles de l'excellence dans la ville de Mbujimayi, le groupe scolaire Bansambi bien entendu, fonctionnaire international, médecin retraité de l'UNICEF. Il a réalisé plusieurs voyages et découvertes à travers le monde. Docteur Badibang Sambuka, c'est un grand acteur politique dans notre pays, actuellement, bien sûr, parce que, je ne sais pas, hein, il va le dire, est-ce parce que lui qui est médecin devient grand acteur politique, je ne sais pas, est-ce parce qu'il est le grand frère du très applaudi et le très efficace gouverneur militaire de l'Ituri, le général Luboya, je ne sais pas, il va le dire. De toutes les façons, par 2 ou 3 fois, il a postulé comme candidat gouverneur dans la province du Kassai-Oriental, mais la chance n'a pas souri. Mais comme toujours, il est animé du souci de voir le pays se développer, les soucis de voir le Grand Kassai se développer. Voilà pourquoi de temps en temps, il pond des idées, incite les dirigés et les dirigeants à prendre possession pour le développement, prendre position pour le développement. Docteur Badibang Sambuka propose aussi, nous allons le suivre tout à l'heure, pour aujourd'hui, il va nous parler de l'actualité dans le pays, ce qui se passe actuellement dans notre pays. L'actualité aujourd'hui, c'est la constitution qu'il faut changer. L'actualité aujourd'hui, c'est ces élections, ces présidentielles qui ne vont pas avoir lieu compte tenu de certaines parties du corps humain qui est la RDC, ces parties qui sont prises par les pilleurs, les prédateurs. L'actualité, c'est aussi qu'est-ce qu'il faut pour enraciner, n'est-ce pas, et pour palper du doigt, pour goûter, expérimenter le développement intégral de la République démocratique du Congo. Certainement qu'il va dire aussi un mot sur son grand Kassai, et je crois que ça fera l'objet de notre échange de cette journée. Docteur Badibang parle du choix, de la vision qu'il faut, cette vision stratégique pour l'émergence, pour le développement de la République démocratique du Congo. Voilà de quoi sera faite notre émission de ce jour. Bonjour Monsieur Toumba, voilà. Je suis heureux de vous accueillir encore dans notre modeste emplacement ici, à la Fondation Bansambi. Et ça fait une énième émission que nous réalisons ensemble. Pourquoi est-ce que nous faisons cette émission? Compte tenu de mon parcours que vous venez d'évoquer au niveau national, d'abord, et puis au niveau international comme fonctionnaire de l'UNICEF. Et j'ai pris ma retraite, je suis revenu au pays, mais dans ma province d'origine, toute l'expérience que j'ai au niveau local, surtout en tant que promoteur d'une institution scolaire, j'ai appris beaucoup, j'apprends beaucoup. Je me suis présenté, comme vous l'avez introduit, 2 fois aux élections de gouverneur de la province du Kassai oriental. Tout ceci fait que j'ai rêve aussi à contribuer au devenir, au développement de cet espace Grand Kassai, de l'espace Kassai oriental. En particulier, c'était d'abord le Grand Kassai oriental. Maintenant, c'est réduit à cet espace que nous vivons et aussi donc à la contribution du développement de l'émergence de notre pays. Voilà, c'est ça ma motivation. Actuellement, nous disons à l'aune, comme j'ai écrit, des élections de 2028. Pour moi, ces élections de 2028 représentent pour moi un tournant que nous avons mal négocié en 2018-2019 avec ces élections-là où il y a eu une alternance, dit-on,
pacifique, civilisé. Il faut le reconnaître, il n'y a pas eu de guerre, de parlable, même si avant ça, on a eu en 2016-2018 des empoignades au niveau des acteurs politiques, sociaux, économiques du pays. Donc maintenant, nous pensions qu'en ce moment-là, c'était un tournant. Malheureusement, nous avons mal négocié ce tournant-là. Et voilà que les faits nous rattrapent. Nous devons de nouveau renégocier les tournants de 2018. Voilà pourquoi je me suis dit, il faudrait à tout prix participer au débat national. Par où est-ce qu'il faut commencer pour débattre les questions du devenir de notre pays? Pour ceux qui vous suivent, lorsque vous parlez en faisant allusion à l'aune des élections de 2028, est-ce pour dire que vous recommandez à ce qu'il y ait réellement les élections, le pays étant divisé en morceaux, ou c'est juste une image de ce que vous pensez communiquer à l'opinion publique qui vous suit en ce moment? C'est parce que la Constitution qui est en vigueur jusque maintenant prévoit des élections en 2018. C'est constitutionnel. 2028, voilà. Justement, c'est une échéance que malheureusement ou heureusement, nous ne pouvons pas taire. C'est celle-là que tout le monde a comme repère, les élections de 2028, parce que elle est institutionnelle, ou elles sont institutionnelles. C'est pourquoi je parle, comment allons-nous négocier ces élections de 2028, alors que celles de 2018, nous pensions que nous les avions bien négociées. Malheureusement, c'est un éternel recommencement encore de qu'est-ce que nous sommes, quel est le devenir de ce pays. C'est pourquoi je dis nous n'en avons pas d'autre. Oui. Qu'elles aient lieu ou qu'elles n'aient pas lieu, mais c'est cette échéance de 2028 qui, jusqu'à présent, constitue notre consensus à travers la Constitution en vigueur jusque maintenant. Voilà. La vision stratégique, je crois que ça va, votre réflexion va tourner autour de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Livrez-nous les secrets de votre réflexion. Mon choix de la vision stratégique de l'État du pays en tant qu'État, en tant que nation, tient compte de notre histoire, de tout ce que nous avons vécu. Actuellement, on parle plus de la géopolitique internationale où le monde est en pleine mutation. Et le monde est en pleine mutation. Et quand nous tenons compte de ce contexte, nous, à juste titre, nous nous posons ces questions. Et nous, quelle est notre place? Quel est le rôle que nous allons jouer dans ce contexte international en pleine mutation? Le rapport de force ou les rapports de force sont en train de changer. Et puisqu'ils sont en train de changer, mais comment nous allons nous définir par rapport à cela? En tant que pays, en tant qu'État, en tant que nation. Est-ce que nous avons même ce sentiment que nous constituons une nation? Sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan culturel, et est-ce que nous constituons une nation? Et quel est notre devenir si nous pensons que nous avons beaucoup de rendez-vous manqués, compte tenu du contexte maintenant de notre pays? Les rébellions n'ont jamais cessé, c'est toujours des divisions, on se rencontre, on négocie, puis on retombe, c'est toujours un éternel recommencement. C'est pour ça que je dis, non, maintenant, il ne faut pas aller trop vite, sans savoir où est-ce qu'on veut mener ce pays,
comment nous nous plaçons, nous envisageons de réagir comme nation, comme État, et quelles sont les conditions pour que nous puissions devenir un État, une nation qui a le souci du bien-être de son peuple, de ses populations. C'est pour cela que je me suis dit, quand nous écoutons tous ces débats, je me pose toujours la question, mais pourquoi faire? Pourquoi changer la Constitution? Pourquoi ne pas la changer? Pourquoi faire tout ce qu'on est en train de dire du dialogue national? Pourquoi faire alors que nous en avons eu suffisamment? Le grand dialogue national, c'était la conférence nationale souveraine. Mais le bateau a toujours chaviré. Le bateau Zaïre, le bateau RD Congo ne s'en sort toujours pas. On fait du surplace. On dit il y a du plomb qui bat dans l'aile de ce bateau Congo. C'est ça que nous sommes en train de dire. Les 2028, qui est un consensus national jusqu'à présent pour la tenue des élections, nous devons comprendre, remettre, si vous voulez, les compteurs à zéro. Alors, quels sont les enjeux et les défis avant de définir la vision? Mais quels sont les enjeux et les défis? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que nous voulons être? Qu'est-ce que nous voulons devenir après 2028? Peu importe ce qui va se passer en 2028, qu'est-ce que nous voulons devenir? Voilà. De telle sorte que tout ce que nous allons entreprendre puisse s'articuler avec notre vision, notre rêve, pour ne plus retomber dans les mêmes états, les mêmes situations. Qu'est-ce que nous voulons? Les situations du passé, de manière à ce qu'elles ne puissent pas nous rattraper encore cette fois-ci. Que ça ne soit plus encore un éternel recommencement. Voilà. Parce que nous qui avons eu ce privilège de vivre l'indépendance en 1960, avant l'indépendance, puis l'indépendance, immédiatement après l'indépendance, nous pensions que ce sera un autre Congo que nous étions en train de créer. Mais nous sommes étonnés, pris dans notre propre dans nos propres turpitudes, et nous avons l'impression que nous tournons en rond et que nous risquons de léguer à la postérité non pas le serment des libertés bien dit, bien défini dans notre hymne national. C'est le consensus national. Notre hymne national traduit ce consensus. Serment de liberté, le 30 juin, que nous léguons à notre postérité et c'est là pour toujours. Et pour toujours. Mais où en sommes-nous? Ça fait 66 ans bientôt. Nous sommes toujours en train de tourner en rond. 66 ans. Et c'est ça que nous sommes en train de nous dire. Mais qu'est-ce qui va se passer en 2028 pour que nous puissions rompre ce cycle infernal? C'est comme si nous étions maudits. Voilà un peu pourquoi je me dis, mais il faut d'abord définir les enjeux et les défis et quelle est notre vision pour que nous puissions parler des autres éléments constitutifs de l'État, de l'État congolais, de la nation congolaise. Voilà. C'est bien terminé en disant serment de liberté que nous léguons à la postérité pour toujours. Pour que nous léguions cette liberté-là, c'est-à-dire qu'il nous faut la paix. Donc il faut définir la vision que nous avons d'ici d'abord 2028. Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce qu'il nous faut devenir d'ici 2028? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis après 2028, qu'est-ce que nous voulons devenir? Et 10 ans après, 20 ans après, 50 ans, 100 ans après,
ce n'est qu'en ce moment-là que nous pouvons dire, voilà les étapes successives que nous devons franchir par rapport à cette vision-là. Parce que maintenant, nous allons dans tous les sens. Nous ne comprenons plus rien. Quand nous voyons tous les acteurs de notre vie sociale, politique, économique, culturelle, et ce sont chacun à ses points de vue qui s'affrontent encore comme si nous devions encore reprendre. Voilà ce que moi je pense de la vision. Oui. Ma vision, donc quels sont les enjeux et les défis? Oui. Pour moi, l'enjeu demeure d'abord la vision stratégique de ce que nous voulons devenir, nous, en tant qu'État, pas en tant que gouvernement, en tant que pouvoir, non. Ça, ce sont des institutions. Oui. Mais je parle du peuple congolais, de l'État qui va gérer ce peuple congolais, cette nation congolaise unie, comme nous sommes unis autour des équipes léopards, de sport, de culture. Est-ce que nous aurons cet esprit, cet état d'esprit comme nous sommes, nous vibrons ensemble, on sent que c'est le peuple congolais, c'est la nation congolaise qui est derrière ces équipes, pour l'instant l'équipe de football qui va au mondial. Est-ce que nous vibrons comme ça? Pourquoi les autres, peu importe certaines nations, nous allons voir, compte tenu de leur histoire, vivre toujours en tant que nation? Mais pourquoi nous ne pouvons pas vivre comme nation? Pourquoi nous devons toujours reprendre? Voilà, c'est ça que, pour moi, il faut définir. Pour moi, c'est le grand enjeu d'ici 2028, c'est définir, et ça, c'est un consensus national. C'est définir la vision. Nous voulons devenir quoi? Et personnellement, en lisant, suivant la littérature, suivant les expériences, notre histoire, notre positionnement, je me suis dit, mais il y a eu peu après l'indépendance, les indépendances des pays africains. Ici, chez nous, on a toujours considéré le Congo, la République démocratique du Congo, le Congo, comme la gâchette du revolver Afrique de Frantz Fanon. Frantz Fanon, le Martiniquais, et le Martiniquais qui est médecin, qui est psychiatre, qui a travaillé en Algérie en analysant la situation des pays avec les mouvements d'insurrection qui naissaient en Afrique, a bien vu la RDC comme une gâchette. A dit à l'Afrique a la forme d'une gâchette et d'un revolver, dont la gâchette se trouve en République du Congo. Alors je me dis, zut, si un étranger africain a eu, martiniquais africain, a eu cette vision-là, donnée à notre pays, à notre État, à notre nation, comment nous, même Congolais concernés, nous ne pouvons pas nous apercevoir que l'Afrique, tout le monde répète toujours non, l'Afrique ira de l'avant lorsque le Congo, ce géant à pied d'argile, va se réveiller. Ce pays solution. Ce pays solution. Comme le dit le chef de l'État. Oui, mais solution à quoi? Solution à quoi? Il faut mettre le contenu. Et moi, je dis, il est la gâchette de l'Afrique, du revolver Afrique de Frantz Fanon, solution que le pays actuellement, le pouvoir actuel brandit comme slogan. Moi, c'est une vision, j'ai traduit ça en vision, mais solution pour faire, pour accomplir le serment de liberté
à léguer à notre postérité. C'est ça ma vision. Comment nous allons léguer la liberté? Qui dit liberté dit la paix. Comment nous allons léguer la paix à notre postérité pour toujours et continuer à chanter cet hymne national très inspirateur, etc. C'est ça ma vision. Je me dis, il faut redonner à notre pays, à notre État, à notre nation, sa place dans le contexte géopolitique international, d'être la gâchette du rêve Afrique de Frantz Fanon, du pays solution. Maintenant, il faudrait nourrir, alimenter cette vision-là. Pour ça, si nous disons c'est ça l'enjeu, alors en ce moment-là, nous pouvons dire dans les débats, mais les objectifs tels qu'on l'a défini dans le plan national stratégique 2024-2028, ce plan national 2024 stratégique national 2024-2028, il n'y a nulle part où c'est bien relevé. Il y en a, mais qui n'est pas bien exprimé. Oui. La vision, on parle plutôt de développement social, économique, culturel, etc. C'est là où nous voyons tomber les certains efforts du gouvernement, du pouvoir, entre autres le programme national de développement local de développement de 145 territoires. Mais il ne vient pas, c'est pour exécuter ce que le pouvoir en place pense pour développer ce pays. Mais il n'y a pas d'articulation, de lien avec une certaine vision lointaine. Ce que nous voulons devenir dans 2050, pourquoi pas dans 100 ans, non. Donc, nous, c'est comme si nous sommes en train de répondre aux problèmes qui se posent. Et je crois que si nous réagissons de la même façon, c'est comme ça, le débat précède, les solutions sont en train d'être trouvées avant de nous unir pour une certaine vision. On dit il faut révision, changement, modification, peu importe, il faut toucher à la Constitution. Mais pour répondre à quoi? Pour répondre à quoi? Il faut le dialogue national. Mais on veut résoudre des problèmes factuels qui existent. Donc le dialogue national, parce que on parle de la gouvernance, on parle de la guerre, etc. Mais ça, ce sont des réponses que nous pensons à l'emporte-pièce. Ah bon? Vous voulez? Oui, à l'emporte-pièce, c'est-à-dire parce que j'ai mal au genou, il faut que je puisse me faire soigner le genou. Mais peut-être que le genou n'est que le mal au genou. Les symptômes. Les symptômes n'est que le signal qui nous dit votre corps, votre esprit ne marche pas bien. Donc il faut aller à la genèse. Il faut aller vraiment au fond, d'abord dire, moi je veux être sportif, mais pour que je sois sportif, parce que je veux être un grand athlète. Pourquoi je veux être ce grand athlète? C'est parce que je voudrais que notre pays soit dans le concert des nations honoré et reconnu comme tel. C'est pour cela que je prends ces engagements-là. Ça reste vraiment une préoccupation de dire, mais vous allez faire une constitution, pourquoi? Les gens le savent, le disent tantôt, c'est ceci, nous voulons la paix, nous voulons... Mais il faudrait un consensus pour unifier notre état d'esprit, système de pensée individuel que collective autour de cette vision. Et moi je dis, mais la vision est dans notre hymne national, le serment des libertés que nous léguons à la postérité. Et Mabika Kalanda nous avait instruit aussi en 2063, je pense, pour dire la remise en question
est la base de la décolonisation mentale. C'est comme ça. Les pouvoirs antérieurs, précédents, sont recourus même à l'authenticité. Oui. Comment nous pouvons nous changer notre façon de penser, être nous-mêmes, pour que nous puissions nous en sortir. Voilà, c'est ça pour moi l'enjeu. Avant d'arriver à toutes ces propositions, oui, de changer ceci, la Constitution, le dialogue, il faut d'abord nous réunir autour de la vision. Que le pouvoir en place, parce qu'il est en place, propose à la nation cette vision-là, que nous proposons, redevenons la gâchette du revolver Afrique de Franck Fanon, pays solution que le pouvoir actuel nous a aussi donné. Parce qu'on l'a trimballé partout dans des conférences pour dire le Congo et la RDC est pays solution. Pays solution de quoi? Et moi j'ai dit pays solution de la liberté. Pays solution de cette unité nationale. Mais comment nous allons y arriver? Alors on va fixer les objectifs pour dire, pour arriver à ce pays solution, pour faire de ce pays solution, la gâchette, voilà les étapes, les objectifs, les résultats à court, moyen terme. Et le court terme d'abord, il faut préparer ces 2028 pour que nous ayons cette transition-là, qu'on ne rate pas. 2028, comme nous avons raté en 1960, comme nous avons raté parce qu'il y a eu le coup d'État en 1960 et en 1965, comme nous l'avons raté avec pas le coup d'État, mais la guerre, la rébellion en 97. Et maintenant, on a cru qu'on a relégué au passé cette malédiction des divisions. En 2018, passation civilisée du pouvoir. Hélas, il n'a pas fallu un mois pour que nous retombions dans les mêmes choses. Donc, nous n'avons pas réussi cette passation civilisée du pouvoir. Donc, c'est pourquoi nous disons, mais puisqu'il y a l'échéance lors des élections de 2028, c'est ça notre prochain, notre prochaine séance pour un autre rendez-vous avec l'histoire que nous ne devons pas rater. Nous ne devons pas rater. Mais les défis pour nous, c'est que il faudrait que le pouvoir nous propose les objectifs, les étapes pour dire si je revendique de poursuivre cette œuvre ici, ce n'est pas de poursuivre sans cette vision-là. C'est nous dire, mais où est-ce que nous en sommes? Imaginons que le pouvoir actuel finisse la guerre à l'Est. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut dire, nous sommes devenus un État, une nation, mais cette guerre, avec tout ce qui se passe, tous les corollaires, les collatéraux, comme on dit là, qui surviennent avec cette guerre, est-ce que nous sommes capables de recoller les morceaux pour que sur le plan mental du Congolais, pour que sur le plan mental, sur le plan socio-économique, culturel, politique, nous puissions faire un État. Je pense que le combat se trouve à ce niveau-là. À ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est ce que nous sommes en train de demander à tous les acteurs qui sont distants, potentiellement opposés. C'est de bonnes guerres, c'est comme ça. Mais unissons-nous autour d'un idéal. Qu'est-ce que nous voulons faire de ce Congo? En ce moment-là, nous pouvons dire oui, un des objectifs qui va bloquer notre cheminement vers cette liberté, cette paix, c'est la révision de la Constitution, le changement de Constitution.
Mais il ne faut pas donner les arguments accusateurs. Nous pensons que nous devons dire objectivement que le pays est en proie à la division par rapport à ça. Nous le savons tous, toutes les plaintes, etc., que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, politique, que ce soit sur le plan culturel. Nous-mêmes, nous réunions même notre identité de Congolais, Bantou, Luba en particulier, parce que nous commençons à emprunter beaucoup de ce qui vient d'ailleurs. C'est ça. Donc, si nous n'avons même pas d'identité, nous... En train de nous acculturer. Nous n'avons même pas... Comment voulez-vous peser les choses? Vous voyez, par exemple, en lisant, en réfléchissant, en parcourant l'expérience que j'ai vue dans le monde, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi les autres tiennent beaucoup à leur culture? J'étais heureux à un moment donné quand le président actuel est devenu un président de l'Union africaine. Il avait inscrit la culture comme un levier important de la paix en Afrique. Alors je me suis dit, mon Dieu, ça c'est très bien trouvé, mais comment est-ce que nous allons faire de la culture et le levier de la paix? Mais c'est ça qu'il faudrait dire pour que la culture soit le levier de la paix, informer l'opinion, des actions avec l'opinion, pour que cette culture soit le levier de la paix. Nous ne sentons pas ça. Est-ce que nous allons continuer? C'est ça que je dis. Mais peut-être la RDC, si elle veut jouer ce rôle de la gâchette de pays solution, il faut se remettre en question nous-mêmes pour que nous puissions justement mettre des institutions pour devenir et justement cette gâchette. Est-ce que le pays, est-ce que le peuple congolais est prêt à jouer ce rôle de la gâchette? C'est ça pour moi les enjeux, et nous verrons quels sont les obstacles. Tout ce que nous sommes en train de dire vont entrer dans ça pour dire si nous voulons aller jusque si nous tenons les élections, voilà, les élections doivent répondre en 2028 à ce serment des libertés de la paix. Et c'est là où dans le cheminement que j'ai commencé des émissions depuis avant, je me dis, mais il faudrait que notre espace Grand Kasaï joue ce rôle-là. Comment notre espace Grand Kasaï va jouer ce rôle de le levier, de la gâchette du revolver Afrique de Franck Fanon et de pays solutions, sur le plan même culturel, socio-économique, politique. Comment nous allons faire? Vous voyez, c'est une autre façon de changer. Qu'est-ce que nous allons inscrire dans la révision, dans cette constitution, dans le dialogue national, puisque nous avons eu ce dialogue au niveau, avec la conférence nationale souveraine en 1992. 92. Oui, voilà. Avec des arrêts, des fermetures et des réouvertures. Nous avons eu ça. C'est ça plutôt les défis. Qu'est-ce qui dit que ce que nous allons proposer comme, disons, lever les obstacles que nous sommes en train de proposer maintenant? Je me dis, mais vous pensez que le dialogue va résoudre telle problématique qui reste toujours en suspens? Si nous n'avons pas un consensus national vers quelque chose de sublime qui dépasse l'individu, l'équipe de Léopard. Ça, c'est une belle image quand nous parlons de dire non, nous allons devenir une équipe de Léopard
peu importe les sports, c'est les léopards, une équipe de léopards, le football, sur le plan qu'elle soit culturel, mais c'est le ressentiment, le mental. Peu importe ce qui advient à notre pays, nous restons dans le mental, l'état d'esprit, notre système de pensée, nous restons attachés à l'État, à la nation congolaise, parce que nous voulons le bien-être de ce peuple, c'est-à-dire il faut satisfaire tous les besoins de notre peuple, de nos populations. C'est à cela que cela, est-ce que nous avons, nous sommes à ce niveau-là. Peut-être si nous définissons, nous propose cette définition, fixation de la vision, et que tout le monde, on dit, le premier débat que nous aurons, c'est proposer à la nation une vision. Moi, j'ai dit, nous voulons être, parce que nous l'avons jamais été, nous voulons être la gâchette avec toutes ses potentialités et les ressources naturelles, etc. Mais il faudrait, pour que nous puissions aider l'Afrique à s'en sortir. Est-ce que tout le monde, nous aurons un consensus? Peut-être c'est en ce moment qu'on va justifier c'est quel format pour que nous puissions susciter et stimuler ce consensus. Nous ne savons pas. Peut-être ce n'est pas ce que nous voulons, dialogue. Peut-être c'est autre chose que nous voudrions dire, voilà le cheminement, voilà l'étape d'abord qu'il faut franchir. Est-ce que ça sera la Constitution? Nous ne savons pas. Est-ce que ça sera la tenue des élections? Parce que même si nous tenons ces élections avec le pays divisé, est-ce que nous pensons que nous aurons cette paix-là, et la paix sur tous les plans, pas la paix parce qu'il n'y a pas de guerre. Hein? Donc voilà un peu ma préoccupation que je suis en train de voir. Docteur Badibanga, par 5-6 fois, vous fustigez le dialogue national en démontrant qu'il ne peut pas résoudre les problèmes des Congolais aujourd'hui. Tshisekedi, vous l'êtes, je le sais, mais non, je ne suis pas tshisekidiste, s'il vous plaît. Non. Je suis un penseur, je suis un observateur. Je ne suis pas ni tshisekidiste ni autre chose. Parce que ça s'emboîte parfaitement à la position du président de la République, on l'a suivi. Tant mieux. Alors, c'est tant mieux. Mais je n'ai pas cette coloration-là. Je suis seulement un penseur. La question était de savoir comment vous estimez que par le dialogue, sous ces formats recherchés par l'opposition, on ne peut pas résoudre le problème du Congo. Je ne dis pas qu'on ne peut pas résoudre. Ça, je ne veux pas parler, entrer dans le mental du pouvoir actuel, des institutions actuelles. Moi, en tant que Congolais, avec toute cette expérience vécue en tant que victime, survivant, acteur, je me dis, il faut redonner à notre pays un idéal qui va faire en sorte que nous obtenions un consensus. Et si nous donnons cet idéal et que la forme maintenant ou la voie par laquelle nous allons passer pour obtenir ce consensus, je ne préjuge pas. Donc, je ne sais pas, j'ai dit, mais il est possible dans les débats, etc., dans les tractations, parce que nous avons certaines institutions qui existent, etc., on arrive à dire il n'y a pas d'élection. Mais on ne va pas dire il n'y a pas d'élection parce qu'il y a la guerre. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Il n'y a pas d'élection parce que nous pensons que la vision que nous avons d'être la gâchette du revolver et de Franck Fanon, Afrique de Franck Fanon et la pays solution pour la paix, pour la liberté à léguer à la postérité, il y a beaucoup plus d'obstacles en tenant
ces élections. Mais quels sont ces obstacles-là? Voilà. Et les obstacles peuvent être apparents parce que j'ai mal, il y a la guerre, Oui. on attribue donc à la guerre, la rébellion, comme obstacle pour faire les élections. Mais je dis non, il y a peut-être d'autres obstacles profonds que nous n'arrivons pas à dépister, nous n'arrivons pas à relever. Donc, il faut... Comme pour dire ce que vous avez développé tout à l'heure, aller aux élections dans les conditions actuelles, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Quelles sont ces causes-là? Donc, il ne faudrait pas s'acharner sur ce qui est apparent. Ce qui est apparent, c'est la guerre. Oui. Il y a, le territoire est occupé parce qu'on nous dit qu'il faut l'intégrité, etc., territoriale. Mais il est possible que nous ayons d'autres causes qui sont plus prépondérantes, prédominantes par rapport à cette occupation. Regardez ce qui... je réfléchissais comme ça, je vois, en nous instruisant de ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. C'est ça, ça fait débat aujourd'hui. Oui, et en voyant tous les efforts menés par le pouvoir en place, la diplomatie, vous voyez les grands de ce monde, nous disons les grands, se heurtent aussi à certaines difficultés, certains obstacles qu'ils essayent de relever par la diplomatie, les négociations. Je constate, je me dis. Et nous regardons si le pouvoir, pour dire, actuel dit, je pousse la diplomatie. C'est une voie de négociation. Je ne préjuge pas pour dire est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça, mais nous constatons que le monde est comme ça. C'est ce que je suis en train de dire, sans prendre parti. Nous ne pouvons pas proposer une réflexion à la nation en prenant parti, alors on ne propose rien. Nous ne prenons pas parti, même si ça rejoint pour certains points ce que les uns et les autres prennent comme position. Nous ne faisons que dire, puisqu'il y a cette position, si nous rallions à tel autre, nous aurons un consensus. Et c'est sur base de ce consensus-là que nous pouvons maintenant prendre des décisions. Parce que les décisions que nous allons prendre, les conséquences de ces actions-là, c'est ça les enjeux. Comment nous allons maintenant relever le défi en prenant ces décisions, ces actions. Donc, je reviens, nous ne prenons pas parti. Nous nous prenons surtout, j'ai suivi la déclaration des gens de l'Union sacrée, etc. Il y a quelqu'un qui m'a remis ça, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il a lu les premières réflexions que j'ai commencé à faire. Il m'a mis la déclaration du président de la République pour arriver à créer l'Union sacrée. Je réécouté plusieurs fois. Je me suis dit, il y avait des enjeux qui ont amené, en ce moment-là, le président de la République à se faire... à prendre cette action-là, cette décision, pour dire, pour sortir, et c'est bien dans ces mots, la nation, je suis garant de la nation, je propose, je reviendrai vers vous, après avoir consulté le peuple, ou les représentants, le peuple, c'est-à-dire les forces vives. Les forces vives. Mobutu aussi, dans son temps, a fait la même chose. Mobutu, quand il sentait que ça n'allait pas dans le pays, nous avons vécu ça, il a fait une tournée. C'est qu'il a appelé les consultations populaires. Et il a fait une tournée, je me rappelle, j'étais assez... disons, je bougeais beaucoup. Je suis allé écouter, pour écouter un peu des tractations, comment ça se faisait, et ce qu'on disait à Mobutu. Mais Mobutu n'avait pas fait de dialogue.
C'est une voie. Donc je dis, nous ne connaissons pas la voie. Et voilà que Mobutu avait, lui, suivi la voie de consultation populaire, puis il a réuni le congrès, si vous voulez, ou les gens du pouvoir. Oui, les deux chambres. Et les deux chambres, même l'opposition était dans la salle. Il ne faut pas croire que tout le monde, et il n'y avait que les gens. Non, tout le monde était là, hein, les forces vives. Et il a annoncé. Et tout le monde a applaudi. C'est une voix que lui, dans son milieu, c'est pas certaines forces, lui ont proposé, par son état d'esprit, son système de pensée, de penser que non, nous avons eu la conférence nationale, maintenant il y a ceci, a suivi cette voie-là. Mais de toute façon, j'ai applaudi aussi. Quand il y a eu tout ce qui s'est passé à l'aube, je dis, de la prise du pouvoir par le président Tshilombo, il a fait les consultations. Puis il a fait ce discours que j'ai enregistré parce que je l'écoute tout le temps. Oui. Il a dit, en tant que garant de la nation, de toutes ces institutions, voilà ce que je décide. Oui. Maintenant, il faut assumer les conséquences de cette action-là. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des institutions, que ce soit l'opposition qui est reconnue dans notre constitution, il y a le pouvoir, le président pourrait, en tant que garant, adopter une autre voie pour dire aux Congolais, à son peuple, au lieu de traîner en longueur, je fais, par exemple, les consultations, au lieu de rassembler seulement les partis politiques, certains représentants, de ne pas discriminer, de dire voilà ce que j'adopte. Au lieu que les gens viennent, parce que quand Mobutu a fait ces consultations-là, ce n'était pas pour donner encore des postes ministériels ou autres. Non, il a tout mis à plat. Puisque nous craignons qu'un des obstacles de ceux qui prétendent faire le dialogue pourrait être, nous préjugeons, nous pensons que c'est pour la redistribution encore des postes. Comme toujours. On pense, on prête ces intentions-là. Mais il y a d'autres voies qu'on pourrait faire, comme les consultations populaires, et décider de ça pour dire j'ai compris, j'ai pris la température, je suis le baromètre de ce pays, voilà ce que je propose. Et si ça adopte, rejoint l'opinion publique, on va voir comment le peuple va réagir. Si le peuple acclame, dit ok, nous y allons, c'est lui qui est le garant de la nation, nous allons suivre. C'est ce que je voudrais dire. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf en disant dialogue national, constitution et élection, etc. Tout ça sont remises en question. Remises en question parce que nous n'avons pas proposé au peuple ce que nous voulons devenir d'ici après 2028, qui est élection ou pas élection. Qu'est-ce que vous pensez du référendum? C'est la même chose. C'est une voie. Parce que c'est projeté. C'est ce que je dis. Oui. C'est une voie proposée. Oui. Ça existe dans la Constitution actuelle, je pense. Absolument. Donc, c'est une voie proposée. Mais le pouvoir en place peut, en regardant bien avec les experts, les avis des uns et des autres, choisir une autre voie. Je sais pourquoi je dis, nous qui avons vécu ces consultations populaires de Mobutu, etc., nous avons tous applaudi le 24 avril 1990. Voilà, docteur, vous avez responsabilisé ceux qui nous gèrent, parce qu'en principe, il faut écouter les uns les autres, analyser froidement pour arriver à dégager cette grande vision-là
stratégiques devant faire sortir le pays de tout ce qui nous entoure. Est-ce que nous pouvons passer aux contraintes? Il y a des difficultés, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre exposé. Lorsque nous avons Oui, notre vision, il y a les défis. oui, Les défis, ce n'est pas moi qui vais ressortir les défis. c'est ça. Je propose donc aux acteurs de notre vie socio-économique, politique et culturelle qu'il faut arriver. Il y a des institutions chargées pour ça. Oui, Et le pouvoir en place va dire, bon, il y a des propositions qui nous viennent de tel côté, de tel côté. Mais si nous prenons cette proposition-là, quels sont les défis? C'est au pouvoir d'analyser, de nous dire, si nous prenons ça, voilà les conséquences, voilà les obstacles. Les défis, ce sont les obstacles pour les mettre en œuvre. Je suis en train de responsabiliser les institutions actuelles qui nous gèrent. Je leur dis, voilà le cheminement. Quand vous allez définir la vision, et il faut que le peuple consente à cette vision-là. Maintenant, vous allez dire, mais pour accomplir cette vision, voilà ce que je propose. Et voilà, quand vous allez dire, voilà ce que je propose, vous allez analyser en même temps les défis. J'ai les miens, mais je ne vais pas le dire. Oui. Le grand défi, c'est que, contrainte, défi, oui. Par rapport aux actions émanant de la vision, ça sera que le pouvoir actuel a proposé une façon d'arriver au consensus national qui n'est pas accepté. Ça, c'est le grand défi. Oui. Et si ce n'est pas accepté... Ce n'est pas accepté par l'opposition. Non, pas par l'opinion, par le peuple. Par l'opinion. Par le peuple, par l'opinion nationale, par le peuple congolais, par la nation congolaise. Et moi, je dis, il est possible que nous nous identifions pas oui. Dans ce défi. L'équipe Léopard dont je vous parle, oui. Chacun applaudit, même quand il veut que un sentiment qui n'est pas national, et nationaliste pouvait dire, oui. qui dit, puisque je ne suis pas du pouvoir, je voudrais que les léopards perdent. Je traduis ici un sentiment que certains ont même exprimé. J'étais pour que les léopards ne puissent pas gagner, pas aller au mondial. Mais nous allons apprécier ce consensus, ce n'est pas que tout le monde est d'accord. Le poids de oui et le poids du non. Mais tout le monde, même nos voisins, etc., ont applaudi cette qualification du léopard. C'est ce consensus qu'il faut avoir. En politique, oui, oui. Dans la gestion pas seulement dans la gestion de la chose publique. De la chose publique, pas gérer, pas faire de la politique politicienne, non. Oui. Gérer la chose publique, c'est dire, quand j'ai entendu un constitutionnaliste dire, mais nous faisons tous la politique, quand je vous parle ici, je fais la politique, oui. Mais quand tu fais les conférences, etc., sur la constitution, c'est la politique, etc. Il y a ça, c'est ça que je dis, mais c'est le pouvoir de sentir. Quand Mobutu avait décidé le 24 avril de s'éloigner, mais tout le monde a applaudi. Tout le monde, même l'opposition, applaudit. C'est-à-dire, il y a eu un consensus. Oui. Je me rappelle, ce jour-là, moi, j'étais au palais, et j'étais à RTNZ là-bas. Aux RT. Aux RT. C'était comme ça. Ce jour-là. Et j'ai vu d'autres rentrer, bras là-bas, j'ai dit fatigué, oui. Déçu. Mais tout le peuple, à Kinshasa, tous les Kinois sont sortis dans la rue pour applaudir. C'était le 24 avril 1990. 90. Oui, c'était 1990. 90, oui. 90, quand il prenait congé du MPR. Du MPR. Sans l'avoir fait.
finalement. Non, peu importe, je ne préjuge, je ne juge pas. Juste la déclaration. Je ne juge pas ses attitudes, mais je dis seulement ce qu'il a posé comme geste en tant que garant de la nation après avoir pris la température de l'opinion de l'État zaïrois à l'époque. Il est arrivé à ces décisions, il a vu que tout le monde a accepté. Maintenant, les dérives, ça c'est autre chose. C'est ce que je suis en train de dire. C'est à eux de voir les actions qu'ils vont prendre maintenant. Et est-ce qu'on va applaudir ou on va dire non? Docteur, qu'en est-il de votre Grand Kasaï dans l'émergence de ce pays, l'émergence tant recherchée par vos réflexions du jour au quotidien? De la même façon que je dis, la RDC est pressentie comme la gâchette du revolver de Franck Fanon et Pays Solutions. Je dis aussi, notre espace Grand Kasaï est la gâchette du revolver RDC et espace Solutions. C'est-à-dire, nous devons articuler notre pensée, notre état d'esprit à soutenir cette vision de la gâchette et de Pays Solutions. Il n'en peut pas être autrement. C'est ça notre rôle. Je dis ceci parce que nous allons voir que durant toute l'histoire, même avant l'indépendance, nous avons joué ce rôle-là. Peut-être les gens sont conscients, sinon les Mabika Kalanda n'allaient pas proposer la remise en question base de la décolonisation mentale. Voilà, c'est ça le rôle maintenant que nous allons commencer à exploiter. Ça a des conséquences. Si nous disons l'espace Grand Kasaï et va jouer ce rôle aussi de la gâchette RD Congo, province solution, c'est toute une mentalité qu'il faut revoir. Est-ce que la façon dont nous procédons maintenant, c'est ce qu'il faut faire pour que nous arrivions à léguer à notre postérité cette liberté, cette paix? C'est ça le rôle. Maintenant, par rapport à dire, mais qu'est-ce que le Grand Kasaï doit faire pour jouer ce rôle-là? C'est maintenant, nous sommes là, les penseurs et les différentes institutions, chacune en ce qui la concerne, pourraient dire, voilà, nous pensons qu'il nous faut maintenant nous comporter de cette façon. C'est quelque chose de plus grand, c'est quelque chose de plus noble. Ça ne touche pas à des individus ou des institutions privilégiées. Ça touche à l'âme, à l'esprit, au cœur du Kassaïen de ce grand espace. Nous sommes en train de chuter à l'aune des élections 2028. Qu'est-ce que vous proposez en conclusion de manière très résumée à l'opinion publique qui vous suit à travers notre production de ces jours? De façon, je synthétise mon idée. Je crois fermement que nous ne devons pas nous acharner à proposer déjà des voies et moyens tant qu'il n'y a pas de vision. C'est ce que je propose. Et le pouvoir en place étant garant, le président de la République de la Nation, peut faire appel à ses experts au lieu de privilégier certaines voies préconçues, mais peuvent faire appel à la sagesse, comme ce qui se passe ou qui se passe dans nos villages. Dans nos villages, il y a des valeurs, il y a des principes, des règles et des rituels. Est-ce que ces principes, ces règles, ces rituels, ces valeurs remettent en question, est-ce que font de nous un État, une nation? C'est eux qui doivent mener cette réflexion en écoutant les uns et les autres. Mais quelle est la voie privilégiée pour arriver à cette cohésion, si vous voulez, sociale? Quelle est la voie? Il ne faut pas
faire privilégier ce qui nous a mis encore dans ce que nous sommes en train de vivre maintenant, constitution, dialogue, etc. Nous connaissons tous les mots, nous les connaissons. Mais il faut drainer l'opinion vers un idéal commun qui fait rebondir la fibre sensitive de « je suis congolais ». Je suis congolais, donc je m'engage à faire, à accomplir ce serment de liberté pour la postérité. Je suis congolais, donc c'est ce que je voudrais léguer à la postérité en tant que gâchette du revolver Afrique, pays solution, de ce serment de liberté. Je m'engage à accomplir ça en tant qu'espace Grand Kasaï pour soutenir la direction, l'orientation que nous allons prendre. Nous allons prendre, c'est-à-dire la nation congolaise incarnée au-dessus par les institutions, sans préjugés. Actuellement, oui, on va en désordre. On commence encore des vieux combats de 1960 qui nous ont donné que des échecs, la misère et peu importe ce que nous accomplissons par-ci, par-là comme disons nous accomplissons comme œuvre louable, etc. Mais regardez au Moyen-Orient, tant qu'ils n'ont pas trouvé ce consensus, cette liberté-là, à l'égard de leur postérité, ils détruisent tout ce qu'ils ont bâti à la sueur de leur front. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas que nous puissions détruire encore ce que nous aurons bâti à la sueur de nos fronts. Donc c'est ça que je suis en train de proposer. S'il vous plaît, donnez-nous un idéal, la vision de la nation congolaise, quel est le rôle que nous pouvons jouer pour nous-mêmes, la géopolitique interne, locale, et la géopolitique internationale pour que la paix règne. Parce qu'on dit, ce n'est pas parce que tel n'a pas occupé mon territoire que nous avons la paix. Parce qu'il y a une paix que nous vivons pour d'autres points du bien-être d'une nation, d'un individu, d'une famille et des institutions. Voilà, ça c'est mon dernier mot. Faisons la bataille d'abord maintenant pour une vision, et de cette vision, nous allons voir si tout ce qu'on est en train de décrire maintenant font partie des défis qu'il faut relever avant d'atteindre pour réaliser cette vision-là. Voilà de quelle belle manière s'achève notre entretien de ce jour, que nous espérons ne pas être le dernier. À tout moment, nous vous demanderons de répondre à notre invitation. Merci, je vous remercie beaucoup, télévision, c'est Kasaï News TV. Kasaï News Télé. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci.